Je voudrais revenir à l'anthropologie et au terrain, parce que le terrain est un des éléments essentiels de notre affaire. Il ne faut pas passer du temps sur le terrain pour, pour connaître bien la société. Bien sûr qu'il faut passer du temps, mais ce n'est pas ça qui est vraiment l'effet. Le problème de l'anthropologie, c'est que c'est une science qui est très difficile à déterminer parce que c'est pas comme la sociologie. On ne peut pas travailler avec des questionnaires, par exemple. Il y a une grosse différence entre la sociologie et l'anthropologie. On ne peut pas travailler avec des questionnaires. Qu'est-ce que c'est l'anthropologie? C'est vivre dans une société de telle manière à ce qu'on n'ait pas besoin de questionnaires. Si je devais donner une définition simple, c'est on n'a pas besoin de questionnaires, on n'a pas besoin d'interroger les gens. Bien sûr, on les interroge, on peut les interroger, mais on les interroge comme un mec du coin. Moi, quand j'interroge les gens, j'interroge comme un mec du coin. Je reviens, j'ai pas été pendant un an, je dis, ah ben qui s'est marié avec qui, qu'est-ce qu'on a fait, et lui il est allé comme il l'avait dit, il est allé là-bas, est-ce qu'il l'a fait, etc. Voilà. On interroge les gens comme une personne du coin. Et puis si on ne sait pas un truc, on dit, ah ben tiens, j'ai jamais vu comment vous faites ça, mais tu peux me montrer comment on fait ça? Oui, effectivement. Mais au fond, l'idéal de l'anthropologie, c'est pas justement de construire des questionnaires de l'extérieur, c'est d'être déjà suffisamment à l'intérieur pour poser des questions qui sont pertinentes. À tel point que très souvent, quand je reviens ici en France, j'écris un article par exemple, et je me dis, tiens, ça je ne sais pas. Je vais le, j'ai dû pas demander, donc j'écris sur un papier, enfin, j'ai un petit cahier où j'écris les questions que je dois poser quand j'irai la prochaine fois sur le terrain. Et puis j'arrive avec mes questions, je sors mon cahier, j'ai mes amis qui sont là, et puis je pose la question, comment on dit quand on fait ça? Et au fur et à mesure que je pose la question, quand je suis dans le contexte, en plus je parle la langue, évidemment, dans la langue, je me rends compte, mais j'ai déjà posé cette question 1000 fois, il n'y a pas de réponse. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre pour... Mais quand je suis ici, j'oublie ça. J'oublie qu'on ne peut pas poser cette question ou qu'on ne la pose pas comme ça. On peut arriver à savoir ça, mais il faut passer par un biais. On ne peut pas le demander directement parce que ça n'a pas de sens. Donc, il y a une différence. Quand on est en France, même moi qui ai l'habitude quand même d'être chez les Orokawa depuis tant d'années, j'oublie comment c'est d'être là-bas. Et quand je suis là-bas, je mets mon costume Orokawa, c'est une manière de parler bien sûr, et je commence à parler, à leur poser leurs questions. C'est la même chose pour la langue. En français, on fait des phrases très courtes. Parler bien, c'est de faire des courtes phrases qui s'agencent bien les unes avec les autres. En Orokawa, les enfants font des phrases très courtes, et plus on vieillit, plus on fait des phrases très très longues avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de verbes. Et quand j'arrive, je parle comme un Français, je parle en Orokawa, mais comme un Français. Et les mecs, ils me regardent et ils disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles comme un enfant? Et tout à coup, je me dis, oui, bien sûr. Mais ça me prend longtemps avant d'être capable. C'est pas parce que je ne sais pas la langue, c'est parce que c'est une manière de penser. On doit penser l'événement en entier. Il y a quelque chose, on raconte une histoire, on doit la penser en entier, et puis l'organiser en une série de verbes qui s'emboîtent les uns dans les autres, mais on ne doit pas penser les choses, je suis arrivé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait, etc., il a dit, etc. Tout doit c'est comme la cuisine, il faut que ça soit fondant les uns dans les autres. Et donc, voilà. Donc, l'anthropologie demande ce passage-là. C'est pas seulement de maîtriser une langue, c'est-à-dire la grammaire d'une langue, le vocabulaire d'une langue. C'est parler la langue, c'est-à-dire
de fabriquer des phrases qui ne sont pas des phrases françaises, mais des phrases qui sont comme chez eux. Donc ça, c'est fondamental pour la question du terrain, c'est cette capacité de se transférer. Mais cette capacité de se transférer doit aussi ménager une capacité de tout le temps voir les choses de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus devenir indigène complètement. Il faut aussi toujours avoir la référence à notre propre principe. C'est ça aussi l'anthropologie. Alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, ça c'est la langue, mais concrètement ce qui se passe, c'est que, en tout cas quand on travaille en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est qu'on devient un membre de la société. Pourquoi on devient un membre de la société? Parce que c'est une société, si je dois le prendre au plan théorique, Dumont par exemple, je dirais que c'est une société qui se conçoit comme un tout, donc on ne peut être qu'une partie de ce tout. Dans la vie concrète, en fait, les gens vous appellent uniquement par des termes de parenté. Hein, je ne dirais pas Pierre ou Paul ou Jean, je dirais mon cousin, mon frère, mon... Donc il faut être dans cette terminologie pour exister. Simplement, pour qu'on puisse vous appeler, il faut être dans cette terminologie. Troisièmement, et c'est très important, chez les Orokaïva, dans un village Orokaïva, il n'y a jamais d'étrangers. Il n'y a jamais de gens qu'on ne connaît pas. Et j'étais assez surpris, la première fois que j'y étais, c'était il y a longtemps, de temps en temps, on était là, on discutait, de temps en temps, il y avait un gamin qui arrivait, qui disait « Oui, il y a là-bas un type que je ne connais pas ». Alors tout le monde prenait les lances et on commençait à cavaler dans la direction. Alors, la première fois, c'est surprenant. Hein. On se dit, mais pourquoi il court après lui? Et puis, finalement, on se rend compte que, quelquefois, il n'y avait personne, et quelquefois, il y avait une personne qu'on connaissait, mais que le gamin ne connaissait pas. Mais pourquoi on court après lui? Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait quelqu'un qui passe par là. Aucune. Dans le monde, aucune raison. On ne se promène pas là par hasard. Personne. Soit tu as quelque chose à faire là, et tu connais les gens, soit tu n'es pas là. Alors, ça, je vous ai raconté tout ça, parce que c'est les conditions de mon terrain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens naissent, ils naissent ensemble. Par exemple, bon, nous, on n'a pas tout à fait le même âge, mais imaginez qu'on ait le même âge, on est né pareil, on va être tout petit, on va jouer ensemble, et puis on va grandir, et puis on va mourir, mais ensemble, et on se connaîtra toujours. Et c'est un drôle de truc quand même, parce que ça veut dire qu'on n'a aucun espoir de quitter les gens. Je veux dire, chez nous, si vous n'entendez pas avec votre voisin, ou vous prenez votre truc, vous partez. Là, non, on est coincé avec les mêmes mecs du début à la fin. Ça veut dire aussi les choses sur la sexualité. Les filles qu'on épouse, c'est celles qu'on connaît depuis qu'on est bébé. Hein, on a joué à la marelle avec, et puis etc. Et puis on les épouse, etc. Hein. Donc, c'est un autre monde. C'est un monde où il n'y a pas de gens qui arrivent. Alors là-dedans arrive un gars, comme moi, et les gens commencent à se poser des questions. Pourquoi il vient là? Qu'est-ce qu'il vient faire là, etc., etc. Mais c'est des questions qui ne se sont jamais apaisées. C'est-à-dire, ça fait, je sais pas, 40 ans que je fais du terrain là-bas, c'est toujours la même question. Qu'est-ce que tu viens faire là? Bon, c'est au début, hein. Après, au bout d'un moment, ils se lassent un peu aussi. Mais dès que j'arrive, ils disent, oui, mais qu'est-ce que tu viens faire? Et pourquoi tu es venu là? Et qu'est-ce que c'est cette histoire? Et évidemment, répondre en disant, ben ouais, mais moi je suis anthropologue, j'étudie les sociétés, ça, évidemment, ça n'a aucune validité. Et il parle vraiment fondamentalement. Qu'est-ce que je fais là? Pas, oui, tu viens pour faire récolter les récits, etc. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais ça? Voilà. Alors,
j'ai appris, alors il y a plein de raisons différentes pour lesquelles on a pensé que je suis là, mais au fond, dans mes films, on voit ça. Il y a une raison qui a mené au fait que j'ai été adopté, c'est que mon père adoptif, quand je suis arrivé au village, mon père adoptif n'était pas là. Alors, on n'arrive pas tout seul au village, on ne peut pas arriver tout seul, hein, parce que justement, on court après vous avec les lances. Donc, je suis arrivé parce que j'ai rencontré en ville quelqu'un qui m'a présenté à quelqu'un d'autre, qui m'a présenté à quelqu'un d'autre, et ce gars-là était de ce coin-là, et il m'a amené petit à petit dans ce village. Donc, je suis arrivé avec quelqu'un qui était connu, donc on ne m'a pas couru après. Mais mon père adoptif était, au moment où moi je suis arrivé au village, il était dans un autre village, celui de sa femme, où il faisait les dernières cérémonies funéraires de son épouse, qui était morte en couche quelque temps auparavant. Avec son bébé, elle avait un garçon dans le ventre, et elle est morte en couche. Et mon père donc est allé faire les cérémonies funéraires, les dernières. Et puis il est revenu, moi j'étais déjà au village, et il a rencontré son cousin, qui lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, écoute, il y a un garçon blanc qui est arrivé au village, ce n'est pas un garçon comme les autres, c'est ton fils qui est revenu. Ton fils, c'est-à-dire le bébé mort. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Parce que c'était aussi une bonne raison. Pourquoi est-ce que je serais là? Qu'est-ce qui m'a fait venir là? Au fond, si on va quelque part, c'est qu'on avait des relations avant avec ces gens-là, dans un autre monde peut-être, d'une autre sorte. Et donc quand il est arrivé, il m'a vu, il a dit, bon, allez, on y va. Et je suis parti avec lui, il m'a donné à manger avec sa femme, tout ça, il m'a construit une maison, et puis voilà. J'étais son fils. Et comme j'étais son fils, j'avais toutes les relations de parenté avec tout le monde. À partir du moment où lui m'appelait fils, moi je l'appelais père, après on construit les relations de parenté avec tout le monde, et c'était... Alors, cette question de est-ce que j'étais vraiment cet enfant revenant, c'est une question qui continue à se poser tout le temps, je dirais même à moi. Après tout, qui sait, je suis peut-être une réincarnation sans le savoir. Je viendrai au film après. Et donc c'est une question qui continue à se poser tout le temps. Mais en tout cas, j'étais devenu un parent. Comme j'étais son fils, et que j'étais très petit, les gens m'ont traité comme un enfant. Et ils avaient des bonnes raisons de me traiter comme un enfant. Je ne savais pas parler. Je ne savais pas marcher. Parce que marcher dans la forêt, mine de rien, c'est pas facile. Pour ceux qui l'ont fait, ils le savent. On se casse la gueule tout le temps, il y a des racines, etc. Surtout le soir, quand on voit rien, on se casse la gueule. Donc, quand je marchais, il y avait quelqu'un qui me tenait comme ça, par l'épaule. Après, il faut traverser des espèces de ponts avec des bouts de bois qui bougent dans tous les sens et il faut marcher avec les pieds comme ça dessus, etc. À l'époque, je ne savais pas faire ça, donc on me tenait. Donc, je ne savais pas parler, je ne savais pas marcher et je ne savais pas trouver ma nourriture. Donc, quelqu'un qui ne sait pas parler, pas marcher, pas trouver sa nourriture, c'est un bébé. Ça, franchement, c'est la définition même du bébé. Donc, on m'a traité comme un enfant. Et alors, c'était marrant parce que les gens étaient très sympas, parce qu'ils prenaient des tours, ils venaient s'asseoir à côté de moi et ils me parlaient. Je ne comprenais pas un mot, mais ils prenaient des tours, ils me racontaient des trucs. On fumait une cigarette, à l'époque je fumais, on fumait une cigarette, on parlait.
Et puis au bout d'une heure, quand ils en avaient marre, ils s'en allaient, un autre venait. Puis un jour, j'ai commencé à comprendre ce qu'ils disaient, c'était assez marrant. J'avais fait une autre bêtise aussi. Cette première soirée où j'étais arrivé au village, les gens m'ont donné à manger, et puis ils sont rassemblés, et puis ils m'ont demandé pourquoi tu viens ici. Toujours la même question. Et le type qui était avec moi parlait un petit peu pidgin, donc j'ai pu parler avec lui. Et je ne savais pas quoi dire, et j'ai eu une idée, j'ai dit, je vais vous poser des questions. Et il a dit, bon d'accord, quel genre de questions tu veux nous poser? Alors là, j'étais très emmerdé, comme j'aimais bien être smart un peu. Alors j'ai dit, mais par exemple, je vais vous demander, qu'est-ce qui arrive après la mort? Et là, ils se sont tous regardés les uns les autres, parce que c'était confirmé leur affaire. Hein, un type qui demande ce qui arrive après la mort, c'est signé Furax. C'est très clair que lui-même le sait, ou voudrait le savoir, ou il a des doutes, ou il veut savoir si les autres savent qu'il sait, ou qu'il sache, il veut savoir que les autres il veut apprendre aux autres que lui est un mort et qu'il revient, et qu'il veut savoir si les autres savent que lui est un mort, etc. C'était clair comme de l'eau de roche. Donc j'ai aggravé mon cas. Alors ils sont tous regardés, ils ont dit oui, on comprend ta situation. Bien. Donc, ce qui est marrant, c'est que chaque chose est super importante. On ne s'en rend pas compte quand on va sur le terrain, on pense qu'on est juste un voyageur, mais en fait, ce n'est pas vrai. Les gens se souviennent de choses que j'ai faites il y a 40 ans, mais dans le détail. Ils disent, tu as dit ça, il y a 40 ans. Parce que ça n'arrive pas souvent qu'un blanc arrive dans ce coin-là. J'étais quand même le centre d'intérêt de tout le monde. C'était vraiment, pour eux, c'est une distraction continue de me voir là. Voilà, donc je suis devenu le fils de ce monsieur. Donc on m'a nourri. Alors c'était marrant parce que comme j'étais un bébé et qu'il fallait me faire grandir rapidement, les mecs me réveillaient au milieu de la nuit, bing bing, ils tapaient à ma maison. Je me réveillais, on me donnait un gros morceau de graisse de porc comme ça, et je devais avaler ça pour grandir. Et alors, c'était marrant les gens. Et alors, grandir, ça veut dire en fait avoir des relations, aussi bizarre que ça puisse paraître. Alors les gens venaient et ils me disaient, oh, c'est fou ce que tu as grandi, c'est vraiment fou. Et alors moi qui étais très coquet, alors j'avais une paire de jeans que j'avais gardées, et alors je les mettais, et je me disais, ah mais non, j'ai pas grossi, c'est bizarre. Et puis un mec, oh, t'es devenu vachement gros quand même. Alors je mettais mes jeans. Et en fait, eux, ils voyaient l'agrandissement de ma surface sociale. Je parlais, je commençais à parler, etc. Tu vois, c'était pas, ils voulaient pas dire que j'étais devenu un gros, quoi. Et moi, ça m'inquiétait énormément. Mais, bref, et donc voilà. Et puis, donc on m'a traité comme un enfant. Et puis après, on m'a initié. Mais cette question est restée toujours la question fondamentale. C'est qu'est-ce que tu viens faire? Et je crois que c'est la question fondamentale pour l'anthropologie et pour les travaux anthropologiques. Qu'est-ce qu'on va faire là? Quel est l'objet de l'anthropologie? Pourquoi on fait ça? Pas individuellement, je veux dire, mais qu'est-ce que c'est cette situation où on se trouve en quelque sorte on se trouve à l'autre bout du monde avec des interrogations qui n'ont aucun rapport avec les gens, en quelque sorte. On vient avec notre paquet de questionnements, mais qui n'ont rien à voir avec les gens. Donc il faut faire partie de la société, il faut grandir dans la société, et c'est assez marrant. Quand j'y vais maintenant, les gens disent toujours, parce qu'ils disent souvent, ah oui, tu es venu, tu étais petit comme ça. Ça veut dire comme ça veut dire que j'étais petit du sol à ici. Voilà. Donc,
j'ai gagné non seulement en futur, mais en passé aussi. Hein. Parce que c'est comme ça, non, mais c'est vrai, les gens, ils gagnent en passé, aussi bizarre que ça puisse paraître. Euh, j'ai gagné à être un enfant dans cette société. Euh, alors, quand je suis arrivé plus tard pour faire les films, là, c'était en l'an 2000, j'avais choisi cette date parce que je savais que il y allait avoir une sorte de mouvement messianique. Et effectivement, les églises annonçaient que les morts allaient revenir, que, etc. Et moi, on m'apportait régulièrement des lettres aux morts. C'est-à-dire qu'on m'apportait des lettres qui étaient destinées aux parents morts. Et les gens venaient et ils disaient bah, je t'ai apporté cette lettre, c'est pour ma mère. Alors, pour ma mère, bon. C'est bien connu que les Blancs, que les Papous pensent que leurs morts vont dans le pays des Blancs et qu'ils deviennent blancs de peau. C'est dans plein d'endroits en Nouvelle-Guinée. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand il y a eu la guerre dans le Pacifique et que l'armée américaine s'est retrouvée à se battre là, en Oro, là où je suis. Parce que là, les Papous ont vu qu'il y avait des Blancs qui étaient noirs. Il y avait des Blancs noirs. Ben, c'est les soldats américains, les Blancs noirs. Donc, ils ont compris tout de suite. Ils ont dit, ah, voilà, lui, c'est un ancêtre. Donc, quand on a fait ce film, l'idée, c'était que les gens me donnaient des lettres, et ces lettres, c'est très difficile de se faire prendre pour un mort. C'est très désagréable. Alors je leur disais, mais non, regardez, regardez, vous pouvez me toucher, etc. Le mec, ouais, mais ça n'empêche que t'es mort et réincarné. C'est pas la question de t'es bien là, mais c'est pas ça dont on parle. Hein. J'avais l'air d'un. C'est très difficile de prouver que vous n'êtes pas mort. C'est une chose extrêmement difficile. Et donc, dans le film, il y a une de ces lettres. On lit dans l'un des films qui s'appelle Lettres aux morts. Quelqu'un lit une de ces lettres et le type dit chère maman, cher papa, je sais que vous êtes mort, j'espère que vous êtes bien là où vous êtes, moi je suis pas mal, mais je voudrais faire un business et j'ai besoin de 80 000 kinas et je vous prie de me les envoyer à tel compte, et il donne le numéro de son compte, merci beaucoup, à bientôt, hop. Donc, quand je projette le film et quand je suis là, je dis toujours aux gens, je veux que vous sachiez que le numéro du compte, c'est le vrai numéro du compte. Et si vous vous sentez être un ancêtre de ces gens-là, vous pouvez leur envoyer de l'argent. Hein? Parce que ça va dans les deux sens. Hein. Les gens ici, peut-être qu'ils sont des ancêtres de ces gens-là qui sont morts, etc. Mais pour l'instant, personne n'a jamais envoyé de l'argent à ce compte-là, ce qui prouve l'incrédulité fondamentale des Occidentaux. Parce que, au fond, et c'est ça que je voulais dire aussi, au fond, je me suis rendu compte, on s'est rendu compte avec Ethan, avec qui je fais ce film, Ethan Capone, que j'ai fait ces films, qu'au fond, dès le départ, et ça c'est mon père David qui a dit ça, au fond, dès le départ, les gens se sont rendus compte que le film allait être projeté en Occident, à la télé ou dans des cinémas. Et comme ils sont persuadés que leurs ancêtres vivent en Occident, ils se sont dit que les ancêtres allaient voir le film. Et donc, dès le départ, l'idée, c'est que ils parlent à leurs ancêtres. Ils ne nous parlent pas à nous. Ils parlent à travers la caméra à leurs ancêtres. Et donc, c'est devenu lettre aux morts. C'est effectivement une lettre que ces gens envoient aux morts dans les cinémas. Et finalement, ils n'ont pas eu beaucoup de succès parce qu'il n'y a pas eu de retour. Donc cette histoire des morts, et alors oui c'est ça, alors mon père dit, les gens pensent, comme les morts vont revenir en l'an 2000,
Les gens pensent qu'Ethan et toi, mon copain cinéaste et moi, ben, vous êtes les premiers morts qui sont revenus. Et puis après viendront les autres. Hein? Donc là aussi, il y a une sorte de... On est intégré dans l'histoire au titre de la place des morts. Euh, Voilà. On a 4 minutes, oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que la relation que j'ai eue avec David, il est mort maintenant, ce n'est pas seulement une relation d'informateur ou de père, c'est aussi une relation de mentor. David a été pour moi important comme Dumont a été pour moi pour la formation de ma personnalité, hein, de ce qu'il est, de ce qu'il était comme personne. Mais c'était aussi, surtout, c'était lui l'ethnologue. Il faut toujours, quand on fait de l'anthropologie de terrain, s'assurer qu'on trouve quelqu'un qui est exceptionnel. C'est-à-dire, c'est lui l'ethnologue. C'est pas moi qui ai été l'ethnologue dans cette affaire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traduit le truc en français et je l'ai rendu accessible à des gens qui ne connaissent pas le Rocaïva, etc. Mais c'est lui qui a eu toutes les idées. Toutes les idées viennent de lui. C'est absolument indispensable. On voit les choses à travers les yeux de quelqu'un quand on est ethnologue. On les voit à travers les siens, d'occidental, mais ce qui fait rupture, ce qui crée de l'anthropologie, c'est qu'on voit aussi à travers l'image, à travers les yeux d'un autre. Et c'est ce décalage entre ces yeux d'un autre et ses propres yeux qui fait l'anthropologie. Voilà. Et il faut avoir un informateur exceptionnel. Et David était une personne absolument exceptionnelle, qui avait des idées sur tout, qui était capable d'imaginer une histoire en quelques minutes qui allait bien. Parce qu'il ne faut pas croire, les gens, ils sont pas capables d'expliquer leur société, comme en France. Hein. C'est juste impossible d'expliquer sa société. Mais il y a des gens qui, si on leur donne un tout petit peu de temps, ils sont capables d'imaginer un raisonnement qui suit les règles de leur propre société, hein, je dis. Mais ils sont capables de le faire. Voilà. Et il faut trouver des informateurs de ce type-là pour faire de l'anthropologie, parce que je ne suis pas le seul. L'anthropologue dépend beaucoup de la capacité intellectuelle de son informateur. C'est l'informateur qui fait 3/4 du boulot, quoi, en quelque sorte. Nous, on fait le quart qui reste. Et c'est très important sur le terrain. Je dis ça pour les jeunes qui vont partir sur le terrain. Il faut vraiment travailler avec des gens qui ont une qualité par rapport au terrain exceptionnelle. Et depuis que David est mort, d'ailleurs, je m'ennuie un peu sur le terrain. Parce que lui, il avait toujours des idées sur tout. Maintenant, je suis avec ses fils, qui sont mes frères, qui sont très gentils, ils sont adorables, et ils se feraient tuer pour moi. Mais ils sont moins bien, ils sont moins intelligents. Voilà, c'est pas pareil. Voilà.